Alors, bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue au nom de la Société d'histoire du Plateau et de la Maison de la Culture également, de la Bibliothèque du Plateau. Nous abordons cette nouvelle saison 2023 et 2024 avec 6 conférences au programme. Cette année, ce sera un petit peu différent des années précédentes parce qu'il n'y a pas de thème au programme pour l'ensemble de l'année. Donc, ce sont des sujets différents les uns des autres, sans lien entre eux, comme d'habitude. Comme d'habitude, nous avons quelques livres et quelques bulletins en vente sur la table et des formulaires aussi pour ceux qui ne seraient pas membres et qui aimeraient le devenir. À vous tous, un grand merci de votre présence et de votre soutien. Notre conférencier, Yves Desjardins, est administrateur de Mémoire du Myland et membre de la Société d'histoire du Plateau Mont-Royal. Son livre, Histoire du Myland, publié en 2017 aux éditions du Septentrion, a remporté le prix Robert Prévost, décerné par la Société historique de Montréal. Il est également un des co-auteurs du Dictionnaire historique du Plateau Mont-Royal et l'auteur du Québec à l'ouvrage Une histoire de la CSN. Son prochain ouvrage, qui sortira bientôt, à la fin d'octobre, porte le titre Une histoire de l'avenue du Parc aux éditions du Septentrion. Accueillons chaleureusement notre ami Yves Desjardins. Alors, bonjour tout le monde. Encore une fois, désolé de ne pas pouvoir être sur place en votre compagnie, mais que voulez-vous, la COVID en a décidé autrement. Je vous demanderai donc d'être indulgent envers ma voix qui est quelque peu enrouée. Sinon, je vous souhaite et je nous souhaite une bonne conférence. Alors, l'avenue du Parc et son histoire, une histoire qui effectivement inclut celle d'une dame du 19e siècle du nom d'Agathe Nolan. C'est le thème de mon prochain livre. Mais d'abord, pourquoi faire l'histoire d'une rue? La rue, c'est un espace intéressant dans le milieu urbain parce que c'est une tranchée, c'est un lieu de passage, un lieu de communication, mais c'est aussi un lieu de socialisation. Et tous ces éléments-là, mis ensemble, font en sorte que la rue est un objet d'étude particulièrement intéressant. Je vais me permettre de citer à ce sujet l'historien Paul-André Linteau, qui écrit qu'on peut souvent déceler au niveau de la rue des changements qui affectent la société urbaine en général. Elle peut donc être vue comme un microcosme ou un révélateur de la société urbaine et de l'espace urbain. La rue devient ainsi une échelle d'analyse de l'histoire urbaine, au même titre que le quartier ou la ville entière. Donc, j'ai choisi l'avenue du Parc comme terrain d'exposition et d'exploration. Et pourquoi l'avenue du Parc? Ben justement, à la fois à cause de l'emplacement qu'elle occupe au cœur de Montréal, mais aussi à cause de la multiplicité de ses identités. Ça en fait, selon moi, un objet d'analyse assez fascinant quand on veut comprendre l'urbanité et la montréalité. Alors, en guise de préambule, puis pour mieux comprendre comment une rue peut receler plusieurs niveaux d'interprétation, voici quelques portraits de comment l'espace où c'est inscrit dans l'histoire l'avenue du Parc a évolué. Alors, ce que vous voyez maintenant, c'est un tableau de James Duncan peint en 1870 qui s'intitule Vue de Montréal depuis la montagne montrant l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu que tout le monde voit bien au fond. Les paysans avec leurs vaches sont sur les flancs, sur le flanc est du Mont-Royal. Et si vous regardez, excusez-moi, c'est pas la seule fois que vous m'entendrez tousser. Si vous voyez la rangée d'arbres qui sépare les champs au milieu, donc l'Hôtel-Dieu, il y a une rangée d'arbres qui sépare deux espaces de champs, essentiellement utilisés à ce moment-là comme pâturage. Ben, on se trouve à l'emplacement qui va être traversé quelques années plus tard par l'avenue du Parc. Donc, une zone rurale qui est appelée à s'urbaniser et à se transformer de fond en comble. L'image suivante nous montre un peu la préurbanisation de l'avenue du Parc parce qu'il s'agit de la Maison Lonne. La Maison Lonne qui était la résidence d'une riche famille anglo-montréalaise et qui a été construite
vers 1815-1820, à l'angle de l'avenue du Parc et de la rue Sherbrooke. Elle était précisément située du côté nord-est de la rue Sherbrooke et de l'avenue du Parc qui n'existait pas au début de cette maison-là. La maison, la résidence a existé là presque 90 ans. Puis elle témoigne de la préurbanisation de ce secteur-là de Montréal, parce que comme on le devine avec la photo, mais particulièrement en arrière où ça allait jusqu'à ce qui est aujourd'hui l'avenue des Pins et le Mont-Royal, la maison Leon était à l'origine une résidence de campagne. D'ailleurs, on voit celui qui en a longtemps été le propriétaire, William Lund. Donc, quand la ville commence à grimper les flancs du Mont-Royal, c'est d'abord un emplacement de choix pour plusieurs grandes familles bourgeoises. Tôt dans le temps, la maison Lund disparaît vers 1910 et c'est ce qui l'a remplacé. On se trouve donc au même emplacement, Sherbrooke et Park. À l'origine, c'était le Motormart Garage et ça existe toujours si vous vous situez dans l'espace à cet emplacement-là. L'immeuble est toujours là, mais il est occupé aujourd'hui par une pharmacie, un supermarché. Donc, on voit avec ces trois images-là comment le même espace, comment le même territoire a été transformé par l'activité humaine au cours du temps. Une autre clé pour comprendre l'apparition et le développement de l'avenue du Parc, c'est le parc du Mont-Royal. Vous permettrez de prendre de l'eau. Comme vous voyez, j'ai la gorge plus enrouée que je l'aurais souhaité. Les deux aquarelles que je vous montre sont fascinantes parce qu'il s'agit probablement des deux plus anciennes représentations de ce qui va être l'avenue du Parc. Les deux plus anciennes images donc de cette avenue-là. Ce sont des aquarelles d'Arthur Elliott peintes en 1882. On va retourner à la première. Vous voyez l'Hôtel-Dieu à l'extrême droite. Donc, avec la présence de l'Hôtel-Dieu et des vergers à gauche, on peut plus ou moins situer qu'on est sur ce qui est aujourd'hui l'avenue du Parc, grosso modo à la hauteur de la rue Prince-Arthur, puisque l'Hôtel-Dieu nous sert de repère et les traîneaux, les personnes se dirigent à l'emplacement de ce qui est aujourd'hui l'avenue du Parc vers le Mont-Royal. Dans l'aquarelle, on voit bien ce qu'il voulait faire. Là, on est rendu plus au nord. Alors, c'était profiter de la pleine lune pour faire de la luge, pour faire du toboggan, une activité très populaire. C'est ce qu'on appelait alors le Fletcher Hill, qui est la côte en pente douce quand on part aujourd'hui du monument Cartier et qu'on va vers le sud. C'est la pente qui est toujours là. On y retrouve aujourd'hui le quartier général du service incendie, un kiosque à musique, mais pendant longtemps, c'était un lieu où on faisait de la luge. Et si vous regardez attentivement à l'extrême droite, il y a un chemin sinueux avec des carrioles. Encore une fois, on se trouve là où aujourd'hui l'avenue du Parc trace son chemin. Alors, un exemple de la fin des grandes villas de l'époque donc où la montagne était réservée à la bourgeoisie, c'est la maison Frottingham, la villa Piémont, mais qui appartenait à un très riche marchand, John Frottingham. À gauche, on voit sa résidence à l'époque de sa gloire, vers 1863. C'est une photo de la collection Notman. Et à droite, en 1947, peu de temps avant sa démolition, donc elle a survécu assez longtemps puisqu'elle a été construite au tout début du 19e siècle. Mais en 1947, l'Université McGill avait acquis les terrains. On l'a photographié peu de temps avant sa démolition parce qu'aujourd'hui, on est environ à l'emplacement de l'Arena McConnell qui a pris sa place. Alors, ça marque d'une certaine façon la dernière, parce que la fille de John Frottingham a vécu là jusqu'au début du 20e siècle, la fin de l'époque où le Mont-Royal était réservé à de grandes villas. Une chose qui a amené le changement dans la vocation du Mont-Royal et surtout dans la destinée de l'avenue du Parc, c'est la création du Parc du Mont-Royal. C'est central, évidemment, dans la naissance et le développement de l'avenue du Parc. Le parc est créé en 1876 par la ville. Ça clôt d'une certaine façon un débat qui a duré presque tout le 19e siècle.
Est-ce que la montagne va être un terrain de jeu privé réservé aux élites avec des villas opulentes, ou est-ce qu'au contraire, la montagne va devenir un parc accessible à tous? On décide en 1876 de créer le parc, de rendre le Mont-Royal accessible. Bien sûr, il y a des enclaves qui vont continuer malgré la création du parc. On n'a qu'à penser à Outremont et à Westmount. Mais je veux situer l'avenue du Parc dans le contexte de la création du Parc du Mont-Royal, et cette carte postale coloriée nous en donne une bonne idée parce qu'on voit escaladant le Mont-Royal, le funiculaire qui a permis aux touristes comme aux Montréalais d'aller sur le haut de la montagne jusqu'au début du 20e siècle. On voit la maison Toit Blanc, c'était un restaurant. À l'extrême gauche, c'était justement l'endroit où on payait son billet pour le funiculaire. Au centre, c'est la maison du gardien du parc qui servait aussi de clubhouse pour le golf, parce qu'il y avait un golf pendant plusieurs années sur ce qui est aujourd'hui le parc Jeanne-Mance côté Est et le Fletcher Field côté Ouest. Mais et si vous regardez les piétons, ça va vous donner une bonne idée. Devant les piétons, ce qu'on voit, c'est un chemin de terre. Mais c'est aussi l'emplacement de l'avenue du Parc, parce que le développement de l'avenue du Parc, au-delà de l'avenue des Pins, au-delà de l'Hôtel Dieu, ce qui en a finalement donné l'impulsion, c'est la création du Parc du Mont-Royal et la nécessité de doter le parc d'un accès pour les Montréalais. À partir du moment où on voit le parc du Mont-Royal comme une signature, si vous voulez, de la ville de Montréal, comme un élément de prestige, il y a un débat à la fois sur comment rendre le parc du Mont-Royal accessible au plus grand nombre. Un débat qui, en 2023, se poursuit toujours. On n'a qu'à penser à toute la controverse qui entoure la décision annoncée récemment de l'administration de Valérie Plante de fermer aux automobiles le chemin Camillien-Houd. Ben, ce débat-là, il n'est pas nouveau. Il était présent dès la création du parc du Mont-Royal. Par exemple, la nature de l'avenue du Parc au nord de l'avenue des Pins, quel genre de boulevard, quel genre d'avenue on allait développer pour accéder au parc du Mont-Royal. Le débat était là dès le début. Je vous en donne un exemple avec les deux photos que vous voyez. Alors, il s'agit d'un reportage du Standard en 1909. En 1909, l'Association des architectes de la province de Québec, qui vient d'être créée, propose à la ville de Montréal une série de plans d'embellissement de Montréal dans l'esprit d'un mouvement nommé le City Beautiful. C'est né en Angleterre et c'est une volonté de rendre les villes plus habitables, de les embellir, un peu en réaction à toute la pollution créée par la révolution industrielle, au développement des quartiers ouvriers qui étaient à l'époque souvent des taudis. Donc, il y a un grand mouvement qui est né aux États-Unis, qui en Europe et aux États-Unis, mais qui a atteint Montréal, d'embellir les villes. Et donc, le reportage du Standard montre dans la photo de gauche, en haut, j'espère que vous serez indulgent avec ma toux et qu'elle n'empirera pas, montre donc l'état de l'avenue du Parc au moment du reportage et surtout en reprenant une photo du Rotten Row, qui, pour ceux qui connaissent Londres, c'est le grand boulevard d'apparat où on est à Londres, ben, montre à quoi l'avenue du Parc pourrait ressembler si Montréal allait de l'avant avec les propositions de l'Association des architectes. Alors voilà une des cartes qui montre comment l'Association des architectes proposait de reconfigurer ce qui est aujourd'hui le parc Jeanne-Mance en bas, l'avenue du Parc au milieu. Puis si vous regardez en bas à gauche, Park Avenue Boulevard, ben, il y a trois voies. Il y a une voie au milieu pour les tramways. Il y a une voie à gauche qui s'appelle Pleasure Drive, qui est vraiment une voie réservée aux calèches, aux piétons, aux promenades, et le trafic est dans la voie de droite. Donc, on veut faire de l'avenue du Parc un grand boulevard de prestige qui serait un des plus beaux à Montréal. Voici en agrandissement ce à quoi aurait pu ressembler l'avenue du Parc si les plans de l'Association des architectes avaient été concrétisés. Ça n'a pas été le cas. Une des raisons pour lesquelles l'avenue du Parc ne s'est pas contentée d'être un boulevard d'apparat conduisant au Mont-Royal, c'est que la ville, dès la fin du 19e siècle, va se développer au-delà du Mont-Royal. Au moment où le parc du Mont-Royal est créé, donc en 1876, l'urbanisation n'a pas encore rejoint
le plateau Mont-Royal contemporain et le Myland. On se trouve encore là-bas dans une zone rurale avec des petits villages ici et là. Et donc, la nécessité au départ de prolonger l'avenue du Parc au-delà du parc du Mont-Royal n'est pas évidente ni une priorité. Mais ça commence à changer à partir des années 1890 et de façon très spécifique à Montréal en 1892. Pourquoi cette année-là? Ben parce que 1892, c'est l'année où le tramway électrique fait son apparition à Montréal. Et le tramway électrique, c'est une révolution technologique. La seule technologie qui rivalise en importance avec le tramway électrique au 19e siècle pour ce qui est des transports, c'est évidemment le train. Le tramway électrique, d'une certaine façon, est un raffinement, une variante, parce qu'il utilise l'électricité plutôt que la vapeur. Mais le tramway électrique, justement, à cause de son mode de déploiement, permet de créer des réseaux urbains beaucoup plus denses que le train. Et quand le tramway électrique apparaît à Montréal, tout de suite, ça incite les promoteurs à ouvrir à l'urbanisation des territoires ruraux, des banlieues, pour y créer des banlieues qui auraient été inaccessibles autrement. Donc, la nécessité de faire de l'avenue du Parc une artère qui ne va pas seulement être un boulevard d'apparat de détente menant au Parc du Mont-Royal, ça devient un enjeu à partir des années 1890 parce qu'il y a des promoteurs qui vont investir les terrains situés au-delà de l'avenue Mont-Royal, dans ce qui est aujourd'hui le Myland et Outremont, pour proposer la création d'une nouvelle banlieue, dans ce cas-ci, celle qui se trouve de part et d'autre de l'avenue du Parc, se nommait Montréal-Annexe. Vous voyez d'ailleurs une publicité à droite de la Gazette, This beautiful property situated on Bleury Street or Park Avenue. Comme vous voyez, le changement de nom, parce qu'il faut savoir qu'au début, quand on prolonge l'avenue du Parc jusqu'à l'avenue du Mont-Royal, le premier nom, c'est Upper Bleury Street, puisqu'on est bien sûr dans la continuation de la rue de Bleury. Et ça prend un certain temps avant que Montréal transforme Upper Bleury Street pour Park Avenue. On le revendiquait depuis longtemps parce qu'on disait que Park Avenue, ça montrait mieux le caractère de porte d'entrée du parc du Mont-Royal. Mais comme vous voyez dans la publicité, on est encore à cheval entre les deux noms. Mais Montréal-Annexe, c'est vraiment au-delà du Mont-Royal puisque c'est une banlieue planifiée par des promoteurs qui commencent à la hauteur de l'avenue Fairmount et qui commencent cette publicité en 1891. Alors, très vite, ça se développe. Puis cette photo 1912 montre comment le tramway a contribué de façon décisive à urbaniser l'avenue du Parc et les quartiers environnants, puisque c'est vraiment le tramway. La photo a été prise au moment où on faisait la rénovation des rails. C'est vraiment le tramway qui domine dans la photo. On voit l'importance des rails, on voit le réseau de fils aériens. On se trouve donc sur Parc et Mont-Royal. À droite, c'est un édifice qui a été longtemps considéré comme une des portes d'entrée du Myland. C'était une salle d'attente. On se trouvait donc sur Mont-Royal du côté nord-est. Aujourd'hui, il y a une station d'essence Petro-Canada qui se trouve là. Mais après avoir perdu sa fonction de salle d'attente, les plus vieux parmi nous s'en souviennent peut-être. Ça a été une boîte de nuit très connue sous le nom de Café Minuit, puisque c'était la scène principale d'un duo comique qui s'appelle les Girola. Alors, c'est un édifice qui a connu plusieurs incarnations, mais c'est pour vous montrer cette photo de 1912 et le tramway qui arrive en 1892, comment en l'espace d'une trentaine d'années, un territoire rural s'est urbanisé de façon très rapide à cause du tramway. Et voilà, Madame Nolan, quel lien entre l'urbanisation du territoire rural, le tramway et Agathe Perrault-Nolan? Ben, c'est le lien de comment une famille a contribué à la création de ce qui est aujourd'hui l'avenue du Parc, puisque avant que les promoteurs qui ont lancé Montréal Annexe deviennent propriétaires des terres qui se trouvaient de part et d'autre de l'avenue du Parc, donc en gros de la rue du Rocher à Outremont aujourd'hui jusqu'à l'avenue de l'Esplanade du côté du Myland. Ces terres-là appartenaient depuis plusieurs générations à une très prospère famille canadienne-française, les Perrault. Les Perrault qui sont aussi une dynastie d'architectes
Henri-Maurice Perrault, Joseph Perrault, etc. C'est des architectes importants dans l'histoire des édifices publics à Montréal. Je ne rentrerai pas dans la nomenclature, mais ils ont construit, que ce soit à Outremont, que ce soit à Montréal, ils ont construit plusieurs édifices publics importants. Un des Perrault a construit la plupart des manufactures et des usines qui dominaient dès le début du 20e siècle l'est du Myland. Et les terres ancestrales, une des principales héritières, c'était Agathe Perrault-Nolan, que vous voyez à gauche. Pourquoi Nolan? D'ailleurs, à l'époque, on la connaissait surtout sous le nom de la veuve Nolan. C'est parce que très jeune, elle avait épousé le lieutenant Maurice Nolan, lieutenant d'origine irlandaise, qui est mort pendant la guerre avec les États-Unis de 1812. Il est décédé pendant une bataille en 1813. Et Agathe ne s'est jamais remariée, donc elle n'a pas eu d'enfant non plus. De sorte que tout le reste de sa vie, comme vous le voyez, elle a vécu fort longtemps. Tout le reste de sa vie, ses contemporains l'ont surnommée la veuve Nolan. Vous voyez à droite la résidence familiale. En fait, elle avait deux résidences, comme souvent les grandes familles bourgeoises à l'époque. Sa résidence principale se trouvait à Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, à la hauteur de la rue Saint-Urbain. Et ça, c'était à différents moments considéré comme la résidence secondaire, la résidence de campagne. C'était aussi à certains moments sa résidence principale pour une raison, pour plusieurs raisons. Euh, Entre autres parce que Agathe Perrault-Nolan était la cousine et la bienfaitrice d'Émilie Gamelin. Émilie Gamelin, évidemment, beaucoup plus connue puisque c'est la fondatrice des Sœurs de la Providence. Et Agathe et Émilie étaient très proches. Agathe avait quand même 13 ans de plus que sa cousine, mais comme sa cousine est devenue orpheline très jeune, elle a été élevée par la famille d'Agathe et Agathe est devenue un peu, dit-elle, sa deuxième mère. Donc Agathe a été une philanthrope et une bienfaitrice. Plusieurs œuvres des Sœurs de la Prévidence et de sa cousine Émilie ont été financées par Agathe, qui a d'ailleurs joué pendant plusieurs années le rôle de trésorière de l'ordre qui administrait les œuvres des Sœurs de la Providence jusqu'à ce que Ignace Bourget reprenne le contrôle complet, mais ça serait une autre conférence en soi, comme Huguette l'avait mentionné, et Madame Nolan mériterait une conférence à elle seule. La résidence à droite, donc, une photo de piètre qualité, mais c'est la seule qu'on connaisse. Ça a été pris peu avant la démolition. Elle se trouvait sur la rue Édouard-Charles, entre la rue Édouard-Charles et le boulevard Saint-Joseph. Et donc, elle a été démolie vers 1908 pour faire place aux édifices à appartements qui se trouvent toujours là. Pourquoi sa résidence principale à certains moments? Ben justement, dans les œuvres des Sœurs de la Providence, lorsqu'il y a eu des épidémies de choléra, entre autres, les terribles épidémies qui frappaient notamment les immigrants irlandais arrivés à Montréal, Agathe avait transformé sa maison principale au centre-ville en hospice pour héberger les malades. Et dit la chronique des Sœurs de la Providence, c'est là que elle vivait pendant que sa principale maison, elle, était utilisée comme hospice. De sorte que c'est vraiment sur les terres de la famille Perrault que l'avenue du Parc va se déployer au-delà du Mont-Royal, donc de l'avenue du Mont-Royal jusqu'à l'avenue Van Horn, parce que l'intention initiale des promoteurs de l'annexe, d'ailleurs, je vous montre le couvent de la Providence qui existe toujours, même s'il a été rehaussé, le toit n'est plus le même. Alors, ça se trouve immédiatement à droite de l'église Saint-Enfant-Jésus. Et donc, c'est grâce au don d'Agathe si cet édifice qui est toujours face au parc Lahaye existe toujours aujourd'hui. C'était une des hospices des Sœurs de la Providence. Ce couvent-là servait aussi à l'enseignement. C'était celui du Myland. Alors, pour revenir à Montréal-Annexe, les deux promoteurs qu'on voit ici, Clarence McQuaid et Renzi Attel-Ménoirine, Justin vous donnera après la conférence, si vous y tenez, la bonne prononciation de Ménoirine. Moi, je ne suis jamais arrivé. Deux promoteurs venus de Toronto veulent non seulement faire un développement immobilier haut de gamme le long de l'avenue du Parc, de part et d'autre de l'avenue du Parc, mais veulent faire de l'avenue du Parc un boulevard résidentiel haut de gamme. Il n'y a aucune fonction commerciale autorisée et seules des grandes résidences sont permises.
Alors, leur projet est ambitieux. Vous voyez d'ailleurs une lithogravure de 1892 qui donne un exemple du type de maison qu'on souhaite construire sur l'avenue du Parc. Les publicités de l'époque, d'ailleurs, reconnaissent un rival. La plupart des publicités disent c'est la banlieue la plus chic à Montréal, après celle de Côte-Saint-Antoine. Alors, Côte-Saint-Antoine va changer de nom quelques années plus tard. C'est bien entendu aujourd'hui Westmount. Et eux, leur projet, c'est de faire de Montréal-Annexe, et particulièrement de l'avenue du Parc comme grand boulevard de prestige, la principale rivale de Westmount. Et encore une fois, la clé pour vendre leur projet immobilier, c'est le tramway. Ça a été à la fois l'ambition de leur projet, puis je dirais ça a été le talon d'Achille. Parce que dans la publicité que vous voyez ici, le Park Avenue and Beltline Electric Railway, ben, c'est une compagnie qui a existé uniquement sur papier. C'est que le monopole du tramway à l'époque, la Montreal Street Railway, le transport en commun n'était pas encore un service public à Montréal, n'était pas vraiment intéressé à poursuivre l'expansion de son réseau de tramway électrique dans des zones encore rurales. Déjà qu'électrifier son réseau, parce qu'il y avait quand même des tramways tirés par des chevaux avant, c'était très coûteux l'électrification. Donc, la compagnie, au départ, n'avait pas de raison de vouloir prolonger sa ligne de tramway au-delà de l'avenue du Mont-Royal. Alors, les promoteurs ont donc essayé de créer leur propre compagnie de tramway en promettant qu'elle amènerait les passagers de l'annexe à Craig Street Station, c'est-à-dire le centre-ville alors, en 12 à 15 minutes. La compagnie n'a pas fonctionné. Finalement, c'est une autre compagnie qui a pris la relève, mais le service de tramway est resté erratique jusqu'au début du 20e siècle. Mais cette compagnie-là est quand même responsable de l'érection de plusieurs des maisons de la première génération sur l'avenue du Parc. Et cette publicité-là du Montreal Herald de 1894, c'est un jeu de devinette intéressant parce que c'est une publicité pour des maisons qui viennent tout juste d'être construites avenue du Parc. Comme vous pouvez le voir avec la photo du centre des résidences Cossu. Et si vous regardez d'abord la photo de droite, on aperçoit à l'extrême droite de la photo de droite la résidence d'un des deux principaux promoteurs, M. Mainwaring. Il s'était fait construire sa propre villa par une firme d'architectes prestigieuse à gros prix. Mais à gauche, il y a une série de maisons en rangée qui viennent tout juste d'être construites et qui veulent servir d'exemple de quel type d'adresse résidentielle l'avenue du Parc serait. Le jeu de comprendre qu'est-ce que c'est aujourd'hui, ben, c'est qu'il y a une des maisons qui a survécu. Alors, je ne vous fais pas languir. On les voit de plus près ici à gauche. Et ah, ça, c'est bien moi. J'ai oublié de vous mettre la maison qui a survécu aujourd'hui. Mais si vous regardez attentivement la maison qui se trouve à l'extrême gauche de la photo de gauche. Et si vous allez faire un tour sur l'avenue du Parc, là où se trouve aujourd'hui le supermarché grec PA, donc tout près de l'avenue Fairmount, juste au nord de Fairmount, ben, vous pourrez reconnaître la maison parce que, sauf au niveau du rez-de-chaussée, sa façade a survécu intacte. Par contre, son caractère de grande maison bourgeoise de la fin du 19e siècle, ça, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, il reste plus grand-chose de ce qu'on vantait à l'époque comme étant un décor de grand luxe avec des aménagements très modernes en termes de la plomberie, dernier cri, cuisine, etc. Et surtout, si vous regardez l'escalier, les boiseries, je pense que ça ne s'y trouve plus non plus. Alors, voilà ce qui était le cœur de l'annexe. C'est une carte postale coloriée qui montre l'avenue du Parc juste au nord de Fairmount. Le quartier s'appelle encore l'annexe. On est aux alentours de 1910. Et on voit donc à droite cette maison de pierre qui est celle de M. Mainwaring. Si on regarde l'horizon, si vous allez à côté du tramway qui est à l'horizon à gauche, il y a quelques édifices qui ont survécu. On reconnaît la croix de l'église de l'Ascension, aujourd'hui la bibliothèque Mordecai Richler. Et ce qui est aussi fascinant, quand on regarde à quel point l'avenue du Parc est devenue une artère de transit tout au long du 20e siècle, c'est regarder la circulation. Il y a le tramway à l'horizon
Et sinon, on compte 3, 4, 5, peut-être 6 voitures tirées par des chevaux. On est donc à un moment charnière avant que l'automobile reconfigure le tissu urbain. Et c'est pour ça aujourd'hui, quand on dit que des artères montréalaises comme l'avenue de Lorimier, le boulevard Saint-Joseph, l'avenue du Parc, la rue Sherbrooke étaient à l'origine des grandes rues réservées aux résidences de la bourgeoisie, certains ont de la misère à comprendre. Il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas parce que aujourd'hui, quand on regarde ces rues-là, c'est parmi les rues les plus bruyantes, les plus achalandées. Ce pas des rues où on pense que la grande bourgeoisie veut résider. Mais à l'époque où ces grandes artères résidentielles sont conçues, comme vous pouvez le voir, l'automobile est loin d'occuper l'espace qu'elle occupe aujourd'hui, de sorte que le caractère des rues résidentielles est alors complètement différent. Et c'est pour ça qu'on réserve les grandes artères aux résidences les plus élégantes. Toute proportion gardée, il y a un phénomène très semblable si vous vous promenez sur Delorimier. Un nouveau saut dans le temps, le sort de la Villa Manwaring, qui montre bien comment les choses se sont transformées, puisqu'on est au mois d'avril 1973 et la villa qui se voulait l'exemple de l'époque où l'avenue du Parc trônerait au cœur d'un quartier résidentiel exclusif est terminée depuis bien longtemps. Puis la villa Manwaring en est l'exemple le plus éloquent parce que dès les années 20, elle est transformée en maison de chambre. Elle change de nom, on l'appelle Castle Inn Apartment. C'est une maison qui compte de mémoire plus d'une soixantaine de chambres et de petits appartements. Elle périclite tout au long du 20e siècle. Et l'incendie qui l'a détruit en avril 1973 est un incendie criminel, cause la mort de 8 personnes. Et l'enquête du coroner et le procès qui va suivre va révéler qu'elle était considérée par les autorités comme une maison de passe qui servait essentiellement au trafic de drogue et à la prostitution. Donc, après des débuts glorieux, elle était tombée bien bas. Alors, la photo a été prise le lendemain de l'incendie, puis on voit que ce qui était l'emplacement d'une autre résidence bourgeoise adjacente à la Villa Memorial côté nord est à ce moment-là l'espace d'une chaîne de restauration rapide, Kentucky Fried Chicken. On voit d'ailleurs l'enseigne et c'était en fait un grand stationnement parce que c'était essentiellement conçu comme un restaurant pour le service à l'auto. Donc, entre 1892 et 1973, on voit comment l'urbanisation a transformé de façon pas très joyeuse l'avenue du Parc. Mais on se remet, si vous regardez ça et ça, on se remet au même emplacement en 2022 et on voit que ce qui était à la fois la Villa Manwaring et la résidence où il y avait la chaîne de restauration rapide à droite, c'est maintenant les immeubles résidentiels qui ont repris la place. Et ça montre aussi les nombreuses transformations de l'avenue du Parc au fil du temps, parce qu'après une période de déclin, l'avenue du Parc redevient, particulièrement à partir des années 2000, et après une période difficile, une adresse recherchée. Pendant longtemps, on a dit que les appartements qui se trouvaient là étaient des appartements presque des taudis, puis que les vocations résidentielles de l'avenue du Parc étaient révolues. Et pourtant, à partir des années 2000, il y a un retour de la construction résidentielle sur l'avenue, qui est un aspect intéressant à explorer parce que ça montre aussi la transformation des valeurs associées à la vie urbaine. Un autre exemple, Joseph Perrot, justement, un des descendants d'Agathe Perrot. Joseph Perrot s'est construit juste en face de Joseph Perrot, architecte. Je vous parlais de la dynastie d'architectes tout à l'heure. Joseph Perrot, qui est un neveu pardon, d'Agathe, comme architecte, s'est construit juste en face de la villa de Manwaring, sa propre villa qu'on voit à droite, qui était elle aussi, ma foi, une maison très élégante. Joseph Perrot est un architecte, je l'ai mentionné, important dans l'histoire du Myland et d'Outremont parce qu'on lui doit la plupart des manufactures industrielles. Pensez à l'édifice PEC Saint-Laurent-Saint-Viateur, qui est aujourd'hui le quartier général d'Ubisoft. C'est lui qui l'a construit. La plupart des bâtiments industriels environnants sont de lui aussi.
Mais il s'est surtout construit cette résidence-là au moment où on pensait encore que l'avenue du Parc serait une adresse exclusive. Mais celle-là, contrairement à la maison de M. Mainwaring, a survécu. Il a aussi construit, comme vous le voyez, cet édifice appartement qui est pas très loin de sa villa. On se trouve au coin de Fairmont et Park. Mais il a transformé, dès les années 20, si vous regardez à gauche, ce qui était la cour d'honneur de sa résidence, il a ajouté un corps d'appartement au centre. Alors, à droite, c'est sa résidence. Au milieu, c'est le corps d'appartement. Finalement, il s'ajuste très bien aux transformations de l'avenue du Parc. Il se rend compte à partir de 1910 environ que l'avenue du Parc ne sera plus réservée aux seules grandes résidences unifamiliales. Alors, on pourrait dire qu'il fait contre mauvaise fortune bon cœur et il décide d'ériger entre sa résidence à droite et ce qui est à gauche, son atelier, où se trouvaient ses bureaux professionnels. Il décide d'ériger entre les deux un corps d'appartement qu'il va nommer Fairmont Court. Vous le voyez dans la publicité, d'ailleurs, cour d'honneur avec fontaine, il reste seulement un appartement loué. Ça s'adresse au départ, les appartements qu'il construit au milieu de son terrain, à une clientèle assez fortunée. C'est vraiment mis à marché comme des appartements destinés aux gens qui ont les moyens. Mais le Fairmont Court existe toujours aujourd'hui, je reviens en arrière, puisque après des années de négligence, c'est devenu une coopérative d'habitation, c'est la coopérative d'habitation Le Châtelet, de sorte que le complexe a non seulement survécu, mais reste encore aujourd'hui, si vous allez faire un tour sur l'avenue du Parc au nord de Fairmont, ça reste probablement le meilleur témoin de l'époque où l'avenue du Parc était considérée comme une des plus prestigieuses adresses résidentielles à Montréal. Donc, ça a survécu aux vicissitudes du temps, puis c'est son statut de coopérative d'habitation qui a permis à ce magnifique complexe d'être encore parmi nous aujourd'hui. Alors, je voudrais donc parler de l'avenue du Parc comme porte d'entrée du Parc du Mont-Royal, l'avenue du Parc comme étant le rêve d'en faire un boulevard résidentiel de prestige. Mais après le tramway, on vient de le voir, c'est l'automobile qui va prendre de plus en plus de place. Toutes ces vocations-là vont faire en sorte que la cohabitation ne sera pas toujours évidente. Et entre le tramway présent sur l'avenue du Parc jusqu'à 1958 environ, c'est l'automobile qui va occuper de plus en plus de place et particulièrement à partir des années 50, c'est l'automobile qui va devenir dominante. Et la préoccupation principale quand on parle d'aménager l'avenue du Parc à partir de la décennie 1950 particulièrement, c'est comment adapter l'avenue du Parc à l'automobile. Ça avait commencé dès les années 30 parce que dans les années 30, on va le voir, on élargit l'avenue du Parc entre l'avenue des Pins et l'avenue du Mont-Royal, essentiellement pour faciliter, disait-on à l'époque, la cohabitation entre le tramway et l'automobile. Les automobilistes trouvaient que le tramway occupait trop d'espace et que les automobiles étaient toutes coincées à attendre à l'arrière des tramways, ce qui causait d'épouvantables embouteillages. Donc, en 1931, la ville de Montréal décide d'élargir l'avenue du Parc entre Pins et Mont-Royal, déplacer la voie de tramway au centre, comme on le voit dans les pointillés sur la photo, et construire de nouvelles voies de part et d'autre pour permettre aux automobiles de dépasser les satanés tramways. On a derrière cette très belle photo des années 30 prise après les travaux. Donc, on voit l'avenue du Parc au nord et on voit comment l'avenue du Parc a été élargie. On vit encore avec ça aujourd'hui. Et cet élargissement-là, c'est fait au nom de l'automobile. Mais évidemment, ça n'a pas suffi. Accorder plus de place à l'automobile va devenir encore plus une préoccupation à partir des années 1950, parce que c'est à partir des années 1950 où l'automobile va supplanter le tramway comme principal mode de transport pour la grande majorité des gens. C'est le développement des nouvelles banlieues au-delà de Montréal-Annexe et des quartiers centraux. Et donc, faciliter le transit des automobiles, c'est la grande préoccupation des urbanistes tout au long des années 50. Avant ça, je vous montre aussi une des préoccupations de l'époque, et ça, c'est un fruit intéressant
dont on vit avec l'héritage aujourd'hui, c'est que les années 30, on a non seulement profité des travaux publics décidés pour donner de l'emploi aux chômeurs pendant la crise économique, pour élargir l'avenue du Parc, mais on a aussi enfoui les fils électriques sur l'avenue du Parc. Alors, c'était une façon de donner des travaux aux chômeurs. D'ailleurs, si vous regardez attentivement la photo, comptez le nombre d'ouvriers qui sont employés pour creuser la tranchée. C'était voulu. D'ailleurs, plusieurs échevins réclamaient que tous ces travaux publics se fassent sans recours aux pelles mécaniques, parce que plus il y avait d'hommes avec des pelles, moins il y aurait de chômeurs. Donc, une grande partie des travaux publics se faisaient à la force des bras, justement dans le but de donner du travail. Ça a permis l'enfouissement très tôt des fils électriques sur l'avenue du Parc, comme on le voit sur la photo. Ça a donné lieu à un projet de poursuivre l'élargissement de l'avenue du Parc au-delà de Mont-Royal jusqu'à Van-Horn. On a dit, tant qu'enfouir les fils électriques, pourquoi on n'élargit pas l'avenue du Parc sur toute sa longueur? Et à l'époque, on parle toujours de la décennie 1930, c'était justifié moins par plus d'espace pour les autos, mais plus pour rendre l'avenue du Parc une destination commerciale. On disait, en élargissant l'avenue, les trottoirs, on pourrait faire de l'avenue du Parc une destination courue pour le magasinage. Et il y avait vraiment une volonté de faire de ce secteur-là de l'avenue du Parc une destination, et ça va revenir pendant les années 80. Fifth Avenue, disait l'élu montréalais du quartier à l'époque, la Fifth Avenue de Montréal. Ça n'a pas vraiment fonctionné, ça va expliquer, on va le voir tout à l'heure, pourquoi l'architecture commerciale des édifices sur l'avenue du Parc est si dépareillée. Mais revenons à l'automobile. À partir des années 50, c'est donc la préoccupation décisive. Et le plus beau legs de ça, beau entre guillemets, c'est bien entendu l'échangeur des pains. L'échangeur des pains qui a été revendiqué par un nombre inouï de lobbyistes. Les médias étaient unanimes, justement parce que, comme l'affirme cette une de la Gazette, Pine Park now city busiest corner with 6,398 vehicles passing an hour. Alors, on dénonce le fait que l'avenue du Parc, c'est le secteur le plus embouteillé de Montréal, que c'est le chaos, qu'il faut faire quelque chose et que les gens qui vivent non seulement à Outremont, mais à Ville-Saint-Laurent, à Ville-Mont-Royal, ont besoin de solutions pour aller travailler, magasiner ou se divertir au centre-ville. La ville entend ces cris du cœur et finalement, 1959-1961, comme on le voit dans la photo de droite, on construit l'échangeur des pains. Après l'agrandissement du nombre de voies des années 30, ça consacre le caractère d'autoroute urbaine de l'avenue du Parc, particulièrement entre Pin et Mont-Royal. Mais en même temps, ça crée une cicatrice dans le visage, surtout à proximité de la montagne. Ça crée une cicatrice dans le visage de la ville qui a pris du temps à se cicatriser, à s'effacer, et diront plusieurs, qui n'est pas complètement effacé aujourd'hui. Alors, la rançon d'avoir créé cette autoroute adjacente à la montagne au cœur de la ville, et c'est littéralement une autoroute urbaine sur une très courte distance, la photo de gauche le montre bien, c'est que pendant longtemps, l'avenue du Parc est considérée comme une des intersections les plus dangereuses à Montréal, celle où il y a le plus d'accidents, et une de celles qui est la plus dangereuse pour les piétons. Avec le recul, on se rend compte que ce n'était pas tellement difficile à prédire, puisque autoroute urbaine peut-être, mais sur une très courte distance, il y a des goulots d'étranglement aux deux extrémités. Tout de suite après Pin, vers le sud, l'avenue du Parc se rétrécit. Même chose tout de suite après Mont-Royal. D'ailleurs, les ingénieurs qui avaient planifié ça, la firme Clark-Roy-Poineau, avaient justement, en partie pour éviter ça, prévu un deuxième échangeur, cette fois-là à la hauteur de l'avenue Mont-Royal, mais celui-là n'a jamais été construit. Autre chapitre de l'histoire de l'avenue du Parc, mais qui montre sans doute le moment où les valeurs commencent à s'inverser, ben, c'est le projet La Cité. Je n'ai pas le temps, dans le cadre d'une conférence qui dure 1 heure, de rentrer dans les détails. Je le développe plus dans mon livre. Mais c'est vraiment un moment charnière dans l'histoire montréalaise. Et encore une fois, l'avenue du Parc est le théâtre de ça, puisque le projet Concordia Estate, dont on voit la maquette à gauche dévoilée en présence du premier ministre Bourassa, qui vient d'ailleurs d'être élu en 1970, la volonté des promoteurs de Concordia Estate,
qui se nomme aujourd'hui la Cité, c'est de faire de la rénovation urbaine. Mais comme c'était d'ailleurs, c'était pas propre à Montréal, comme c'était d'ailleurs la norme dans plusieurs grandes villes, c'était les conceptions du modernisme, l'influence d'un architecte comme Le Corbusier, etc. La façon dominante de concevoir la rénovation urbaine à cette époque-là, c'était de tout raser et de refaire à neuf. On ne considérait pas encore que les vieux quartiers avaient suffisamment de valeur pour être réhabilités, préservés, rénovés. Donc, le projet Concordia Estate, c'était vraiment de raser tout le quartier de part et d'autre de l'avenue du Parc, entre l'avenue des Pins jusqu'à la rue Milton, et de faire un quartier neuf. Ce qui est différent dans le cas de Concordia Estate de beaucoup d'autres quartiers qui ont été démolis pendant la même période. Pensez à l'autoroute Ville-Marie aujourd'hui, pensez à Radio-Canada. On a rasé donc pendant les décennies 1960, début des années 1970, on a rasé des milliers de maisons, expulsé des milliers de personnes. Mais sans que les mouvements de protestation puissent y mettre fin. La différence avec le projet Concordia, on le voit avec la photo en haut à droite, c'est que le comité des citoyens de Milton Park, qu'il faut saluer parce qu'il est toujours actif après toutes ces années, a réussi non pas à empêcher complètement la cité existe, mais a réussi, en raison de plusieurs concours de circonstances, à bloquer, à freiner le mouvement. D'une part, parce que les promoteurs de la cité, à partir du début, milieu des années 1970, sont à bout de souffle sur le plan financier. Ils n'arrivent plus à financer leur projet. Ce qui aujourd'hui, la cité occupe à peu près le tiers de l'espace prévu. Donc, le projet initial devait occuper 3 fois plus d'espace. Et donc, au début, milieu des années 1970, les promoteurs de la cité sont prêts à jeter l'éponge. Et c'est là que le comité des citoyens de Milton Park, avec l'appui de Sauvons Montréal, d'Héritage Montréal, de Félix Lambert, réussit à racheter les propriétés qui n'avaient pas été démolies par les promoteurs et à transformer le secteur en coopérative d'habitation, avec le résultat aujourd'hui qu'on se trouve dans cette portion-là de l'avenue du Parc, avec la juxtaposition, il y a deux univers très différents qui cohabitent, c'est-à-dire à la fois le projet moderniste de la cité et le plus grand regroupement de coopératives d'habitation et d'OBNL, d'organismes à but non lucratif. Les OBNL gèrent des maisons de chambre, des édifices commerciaux sur l'avenue du Parc. Donc, il y a vraiment deux univers qui coexistent et qui sont le résultat de cette lutte qui a duré presque 20 ans. Quand je parle de la cité comme d'un moment charnière, c'est qu'on assiste à partir de ce moment-là de façon assez décisive à un renversement dans la notion du patrimoine. Avant, le patrimoine, c'était quoi? C'était les monuments historiques, c'était les églises du régime français, c'était le Vieux-Montréal. C'est imposé au début des années 60 que le Vieux-Montréal méritait d'être protégé de façon patrimoniale. D'ailleurs, après lui aussi avoir été menacé de démolition. Mais certains considéraient que c'était une définition trop muséale du patrimoine, qu'on ossifiait le patrimoine. Et donc, avec le mouvement autour de la lutte contre Concordia Estate, on définit le patrimoine aussi comme la revalorisation des quartiers anciens, comme étant ce à quoi les résidents d'un quartier sont attachés. Et à partir de là, ça apporte de nouvelles valeurs urbaines, puis ça apporte une nouvelle vision sur les grandes artères comme étant pas seulement des artères de transit pour faciliter le passage de la banlieue au centre-ville, mais comme étant aussi des milieux de vie. Et ça, les quartiers autour de Milton Park en ont bénéficié. C'est le cas du Myland. Et on va d'ailleurs le voir à partir des années 1980-1990, zonage contesté avenue du Parc. Ben oui, parce que justement, les affrontements commencent. Alors, ce à quoi l'article fait allusion, c'est que dans les années 1980, l'avenue du Parc est devenue, encore une fois, on a rêvé d'en faire une artère commerciale, non seulement de transit, mais aussi une artère commerciale courue. Il y avait beaucoup de bars branchés, de discothèques, de magasins. C'est l'époque où des promoteurs rachètent les anciens cinémas de quartier, le Régent et le Rialto. Régent qui est aujourd'hui une succursale de Renaud Bré. Et les promoteurs
il y a un peu une fièvre spéculative, fin des années 80, début des années 90. Les promoteurs veulent obtenir l'autorisation de transformer les édifices à vocation mixte de l'avenue du Parc, c'est-à-dire mixte, commerce au rez-de-chaussée, résidentiel aux étages, d'en faire des édifices uniquement commerciaux. Mais le Rassemblement des citoyens de Montréal décide de protéger la vocation résidentielle des édifices sur l'avenue du Parc, ceux qui ont déjà des appartements, et d'empêcher leur conversion en commerce, ce qui suscite évidemment une levée de bouclier des promoteurs. Or, ça ne va pas durer très longtemps parce que le début des années 90, c'est aussi une récession, puis c'est aussi toute une période où l'avenue du Parc se cherche. Parce que une des raisons pour lesquelles on dit que l'avenue du Parc a plus d'avenir comme rue résidentielle, ben, c'est une période où elle est marquée, comme on le voit ici, par une série d'incendies criminels. C'est une période où il y a des secteurs de l'avenue du Parc, entre autres entre Van Horn et Bernard, qui sont considérés comme des secteurs dangereux la nuit. Beaucoup d'appartements sont transformés en lieu de consommation et de vente de drogue. C'est une période difficile et ça amène toute une couverture médiatique tout au long des années 90 où on parle de la mort de l'avenue du Parc, où on parle du déclin de l'avenue du Parc. Donc, l'avenue se cherche plus que jamais. Autre irritant ou autre crise pendant les années 90, c'est la création des voies réservées qui existent toujours aujourd'hui. L'administration Doré décide de créer des voies réservées pour favoriser le transport en commun. Et l'avenue du Parc est une des artères où les voies réservées sont implantées. Mais ça suscite la colère des commerçants parce que les voies réservées, ben, c'est des voies qui étaient auparavant utilisées pour le stationnement aux heures de pointe qui deviennent maintenant des voies utilisées par les autobus. Donc, les commerçants perdent des espaces de stationnement. Les commerçants vont mener une grande lutte contre ça, mais et ça va se poursuivre pendant plusieurs années, comme vous pourrez le voir, cette lutte-là. Mais une des raisons pour lesquelles les commerçants blâmaient tellement les voies réservées comme étant la cause du déclin de l'avenue du Parc, c'est aussi parce que l'avenue change encore une fois de caractère. L'avenue du Parc, pendant longtemps, entre Mont-Royal et Bernard, a été une rue qui était la rue principale de plusieurs communautés migrantes pendant les années 60-70, la communauté grecque en particulier. Sauf que les années 80, 70, c'est les années où les Grecs notamment quittent le centre de Montréal, quittent l'avenue du Parc pour migrer vers la banlieue. Aujourd'hui, si on demande à un Grec, c'est où le quartier grec montréalais, en autant qu'il y en a un, la plupart vont répondre c'est à Laval, c'est à Chemédé. Il y a encore une présence commerciale grecque sur l'avenue du Parc, mais ça fait déjà plus de 20 ans que l'avenue du Parc n'est plus le cœur de la vie commerciale et résidentielle de la communauté grecque, de sorte qu'il y a beaucoup de commerçants qui perdent leur clientèle d'origine, ou si la clientèle d'origine revient sur l'avenue du Parc parce qu'ils vivent maintenant en banlieue, ils ont besoin de leur automobile et la voie réservée devient le bouc émissaire pour le déclin de tous les commerces. Mais à peu près pendant la même période, et en voici deux exemples, 1983 1993, il y a de nouvelles générations de résidents. Le Comité des citoyens du Myland est créé en 1982, pour qui l'avenue du Parc n'est pas une artère de transit qui sert simplement à avoir le déplacement le plus rapide possible entre leur résidence et le centre-ville, pas un lieu de résidence temporaire en espérant un avenir meilleur dans une maison, mais définissent l'avenue du Parc comme étant la rue de leur quartier. Et ça, c'est les mouvements citoyens, comme c'est souvent le cas, qui vont jouer le rôle clé. Celui de comité de citoyens de Milton Park, la même chose se reproduit ici. Alors, quand je vous parlais de l'époque des années 80 où les promoteurs voulaient faire de l'avenue du Parc la destination d'un nightlife branché, avec beaucoup de bars, beaucoup de discothèques, ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde parce que l'avenue du Parc, destination de nightlife, c'était pas seulement des boîtes de nuit haut de gamme, comme vous pouvez le voir, Expo Sex, à côté de Cinéma Régent, les librairies Renaud-Bré, une fois de plus, mais qui était devenu à ce moment-là un cinéma porno, le Beaver. Et la présence du cinéma a fait en sorte que plusieurs petits restaurants, petits commerces de quartier sont devenus des bars de danseuses nues, des clubs porno. L'Expo Sex, qui est donc juste à côté de Renaud-Bré, c'est
quelque chose d'intéressant parce qu'avant de devenir l'Expo Sexe, pendant 30 ans, c'était Lee Garden, qui est un restaurant chinois très fréquenté par la communauté juive d'Outremont et du Myland. Il y a toujours eu un lien intéressant entre la communauté juive et la cuisine chinoise. Puis la façon dont on l'explique, c'est qu'à Noël, pendant les fêtes chrétiennes où tous les restaurants étaient fermés ou presque, les restaurants chinois, eux, étaient ouverts. Mais même le Lee Garden avait été emporté par la volonté de faire l'avenue du Parc un strip de vie nocturne, mais comme vous le voyez, d'un goût parfois douteux, mais avec la réaction de cette manifestation-là organisée par un comité du quartier. À droite, une autre manifestation de 1996, puis cette fois, on proteste contre la volonté d'agrandir la station de Petro-Canada qui a remplacé la salle d'attente que je vous montrais tout à l'heure. Le Petro-Canada voulait s'agrandir vers l'est et il l'a été, mais il y a eu une mobilisation des citoyens pour s'opposer à l'agrandissement du Petro-Canada et de l'autre côté de l'avenue à l'implantation d'un restaurant McDo. Ils trouvaient que ces deux grosses chaînes commerciales ne tenaient pas assez compte de la spécificité de l'avenue du Parc puis de son caractère de rue principale d'un quartier. D'ailleurs, le McDo, ça n'a pas été un succès. Il a fini par mourir de sa belle mort quelques années après. Et le Petro-Canada, lui, a modifié ses plans pour offrir, ça n'a pas fait l'unanimité à l'époque, mais a rénové sa station en tenant compte des mouvements citoyens puis en offrant une architecture différente du projet initial. Donc, il y a vraiment une volonté de reconsidérer à nouveau l'avenue du Parc comme la rue d'un quartier résidentiel. Le Rialto, qu'on voit dans cette photo-là au moment où on se nomme l'Atrium du Parc, c'est-à-dire le projet de l'éviscérer pour en faire un centre commercial haut de gamme. C'est encore une fois les mouvements citoyens qui ont permis de sauver ce joyau du patrimoine. Le Rialto a été classé assez tôt comme monument historique, mais le Rialto est un bel exemple du fait que c'est loin d'être suffisant un classement pour sauver un immeuble, parce que le propriétaire du Rialto à l'époque, M. Calogueras, quand il a compris que le classement l'empêcherait de faire un centre commercial à l'intérieur, a cherché pendant de longues années plusieurs façons quand même de rentabiliser son investissement, mais au prix de rénovations sans permis qui ont sérieusement menacé à quelques reprises la vocation de l'édifice. Encore une fois, c'est le comité des citoyens qui s'est mobilisé à plus d'une reprise d'ailleurs pour sauver le théâtre, avec le résultat, grâce au mécène qui en est propriétaire aujourd'hui, M. Caroscelli, que le Rialto a retrouvé son statut de joyau du patrimoine. Et ça, c'est vraiment les années de mobilisation du comité des citoyens qui ont permis au Rialto et au travail de M. Caroscelli de retrouver sa gloire d'antan. Euh, Même chose avec le tramway. Il disparaît en 1958, mais on essaie de le faire revenir. Vous voyez, ici, on le promet pour 2006. On est en 2023. Et ce qui est intéressant, je n'ai pas le temps ici de rentrer dans la saga du tramway, c'est qu'une des raisons pour lesquelles, pendant plusieurs années, c'est Richard Bergeron, l'un des fondateurs de Projet Montréal, qui en a été le principal partisan, une des principales raisons pour lesquelles on fait la promotion du retour du tramway sur l'avenue du Parc, c'est que c'est vu comme une façon de revitaliser l'avenue et de la redonner aux citoyens. Ça n'a pas fonctionné, mais ça en soi, ça serait une conférence. Autre résultat des années de réappropriation, bien entendu, c'est la démolition de l'échangeur des pins en 2006-2008. C'est aussi quelque chose qui a dominé pendant plus de 90 ans l'avenue du Parc, les grands panneaux sur les toits des édifices, qui étaient évidemment conçus avant tout pour les automobilistes. Ces panneaux-là étaient faits en fonction d'une avenue du Parc qui était conçue uniquement comme une artère de transit. Aujourd'hui, ils ont disparu. C'est une des premières mesures que Projet Montréal a adoptées lorsqu'ils ont pris le pouvoir au niveau de l'arrondissement. Ça n'a pas été mis en vigueur avant plusieurs années parce que les compagnies publicitaires se sont battues jusqu'en Cour suprême au nom de la liberté d'expression pour conserver le droit de mettre les panneaux. Finalement, c'est seulement après que la Cour suprême ait refusé d'entendre le rappel que les panneaux ont été enlevés. Et puis, je termine avec la gare Jean Talon qui couronne l'avenue du Parc. La gare Jean Talon est exceptionnelle parce que c'est un bâtiment d'une grande beauté qui a été remarquablement préservé, mais elle aussi a eu une longue histoire.
parce que quand elle a été construite, c'était en pleine crise économique et plusieurs se demandaient pourquoi construire un édifice aussi monumental en pleine crise. Il faut comprendre qu'au moment où on l'a planifié, on pensait que le nord de Montréal était appelé à un grand développement urbain. C'était donc avant que l'automobile devienne dominante. Donc, les plans de développement urbain étaient encore conçus autour du train, du tramway. La gare devait être le pivot de tout ça. Mais quand finalement la gare, en 1931, est inaugurée, la crise vient paralyser la guerre après le développement urbain et la gare se retrouve donc comme le joyau d'un grand projet urbain inachevé. Son sort rebondit au début des années 80 quand le Canadien Pacifique Via Rail va bientôt être créé. Donc, les compagnies ferroviaires délaissent le transport passager, décident de la vendre. Et l'intention initiale de la Ville de Montréal, c'est d'en faire une maison de la culture, comme on le voit ici en 1981. Le projet ne se réalise pas. Le maire Bourque, en 1994, promet de la transformer en centre communautaire. Ça ne fonctionne pas non plus et ça amène toute une controverse parce que finalement, l'administration du maire Bourque décide de vendre l'édifice à la chaîne d'alimentation ontarienne Loblaw. Comme vous voyez, les mouvements citoyens se sont mobilisés une fois de plus, mais dans ce cas-ci, sans succès. Il y a quand même eu la controverse n'a pas été unilatérale. Il y a des chroniqueurs qui ont dit que c'était pas seulement pour préserver un bâtiment patrimonial si l'opposition avait été si forte, mais c'était aussi pour empêcher une chaîne d'alimentation ontarienne aux méthodes novatrices de s'implanter au Québec. Loblaw, c'était, comme vous le voyez dans la publicité de gauche, évidemment très bon pour son image de marque, de dire qu'ils avaient aussi une passion pour l'histoire. Puis effectivement, ils ont investi des millions de dollars dans la restauration de la gare qu'on voit ici. Je dirais que c'est une saga qui est loin d'être terminée parce que 20 ans après l'achat par Loblaw et la rénovation de la gare, ben, malheureusement, l'édifice est toujours vacant, c'est-à-dire que ça a hébergé successivement une librairie Indigo, ensuite pendant plusieurs années une succursale de la SAQ et encore pendant plusieurs années une succursale de la chaîne de vêtements de Joe Fresh, qui est d'ailleurs une filiale de Loblaw. Mais depuis maintenant un an, l'édifice de la gare est de nouveau vacant. Et quel va être son avenir? C'est un point d'interrogation. Donc, c'est là-dessus que je termine. C'est un aperçu de ce que vous verrez dans mon prochain livre. Alors, si je peux entendre les questions, je vais être heureux d'y répondre. Merci.